Vendredi 22 mai 2026, l'historien Jean-Claude Zancarini, spécialiste de la Renaissance italienne, était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse pour une rencontre autour des gravures de Bernard de Sceaux d'après Orlando Furioso de l'Arioste, exposées à la librairie jusqu'au 22 mai. Quelques mots d'accueil et de présentation et puis d'explication aussi. Alors on va commencer par les nouvelles moins bonnes avant d'attaquer les bonnes nouvelles. Alors les nouvelles moins bonnes, c'est aujourd'hui l'absence de Nicolas Werth qui est coincé, bon c'est pas un secret, hein, il est coincé en Grèce où les ferries ne circulent pas comme ils devraient circuler à cause des questions de carburant. Voilà, on l'a su très tardivement, on l'a su hier matin, et nous avons préféré maintenir cette soirée, d'abord parce que je crois qu'il était important peut-être de parler d'un certain nombre de choses à propos du sujet qu'il traitait, la Grande Terreur, et puis des invités, Bernard de Sceaux, qui était à l'occasion de son exposition, Nicolas Werth devait venir donc ce soir. Natacha Laurent, qui est historienne et enseigne l'histoire de la Russie de l'Union soviétique, qui devait dialoguer avec Nicolas Werth, sera là ce soir. Voilà, on va essayer de faire sans Nicolas Werth, au nom de Mémorial France, dont il est président, mais Natacha elle-même est activement militante de Mémorial. Donc voilà, nous évoquerons tous ces sujets dans la deuxième partie de cet après-midi, sans lui, en pensant à lui, en pensant aussi à tous les acteurs de Mémorial. Le film à l'ABC reste programmé. Voilà, et puis nous avons quand même cette magnifique artiste qui nous permet de prendre connaissance de son travail et de la source de son travail. Alors j'en viens à Jean-Claude Zancarini, parce que ce travail de Bernard de Sceaux, c'est à Jean-Claude et Michel Zancarini pour qui nous avons une pensée de loin. Elle est restée à Lyon, voilà, un peu bloquée à Lyon, mais Jean-Claude a tenu à... C'est pas parce qu'il n'y a pas de ferry. Vous nous rassurez. C'est parce qu'elle ne peut pas marcher. Ah, il y a... il y a des ferries quand même. Ah bon, d'accord. Ouf. Des chemins de ferry, c'est ça. Voilà, donc il y a 2 ans maintenant, la dernière fois que vous êtes venu. Ouais. Il y a 2 ans, donc Michel et Jean-Claude m'ont dit « Ah bon, mais il y a des expositions ici, c'est formidable. » Voilà, nous avons un ami qui fait de la gravure. Bon, voilà, nous avons assez vite correspondu avec Bernard de Sceaux, qui est venu faire un saut, pardon, c'est un très mauvais jeu de mots, à Toulouse, me montrer avec beaucoup à la fois de précision et d'attention cet énorme classeur dans lequel il avait un certain nombre de gravures qui m'ont tellement fasciné. Bon, je crois que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez déjà été très touché par ce travail artistique. Donc voilà, nous avons tardé un peu quelques mois à cette exposition, mais on va un problème nôtre. Nous avons fini par trouver un agenda commun et voilà. Et donc ce soir c'était la Grande Terreur, c'est tout à l'heure. Et puis nous avons voulu profiter aussi de la présence de Jean-Claude Zancarini pour une première partie. Avant, dans les séances de cinéma, il y avait la première et la deuxième partie. Entre-temps, il y avait aussi des prestidigitateurs, si tu te souviens. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui peut faire un peu de... Non. Ou une chanson aussi. Ça peut être une chanson. Voilà, et donc Jean-Claude, qui est spécialiste d'histoire de Moyen-Âge et Renaissance italienne, entre autres. Voilà. Et bon, dont la présence ici est on va dire, multiple depuis le milieu des années 90, où tu venais au Banquet du Livre à la Grâce, et puis tu es venu présenter tes livres, dont le premier d'ailleurs c'était ce grand bouquin, au sens propre du terme, dans la collection bouquin, Histoire de l'Italie de la Renaissance, c'est ça C'est ça. Hein voilà, avec Jean-Claude Fournel.
Jean-Louis, pardon, excuse-moi. Jean-Claude, c'est un autre. Cette famille. Vous allez donc tous les deux... tu vas t'entretenir avec Bernard à propos de ce travail, on va dire en partie imaginaire, peut-être en bonne partie imaginaire, qui est une adaptation à l'image de ce livre que vous mettez au plus haut tous les deux, Le Roland Furieux. Eh bien, c'est à vous maintenant. Tu as un micro ? Allez, parti. Merci. Merci à toi. Merci. Merci Christian. Voilà, donc on va faire à deux voix. Donc je vais commencer par une présentation du poème de l'Arioste. Après, on dialoguera sur son travail, parce que vous êtes là aussi, et sans doute surtout, en tout cas moi je suis là surtout parce que Bernard s'est inspiré de passages du Roland Furieux, etc., que je vais inciter à faire, parce que je faisais un cours, c'est il y a longtemps maintenant, je faisais un cours pour mes étudiants sur le Roland Furieux, et j'étais persuadé que ça l'inspirerait, et ça l'a inspiré, mais mine de rien, c'est pas aussi longtemps que l'Arioste, qui a travaillé de 1505 à 1532 en gros. Hein, on a les premières certitudes qu'il a commencé à le faire par une lettre de 1507. Et donc vu l'état où c'est en 1507, ce qu'il décrit, on peut penser raisonnablement qu'il a commencé à écrire en 1505, et il fait la dernière édition en 1532 et il meurt. Ce qui est évidemment... 1533. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. En gros, il a fini. Les deux trucs qui l'ont fait mourir, c'est ça, et il avait mis en place le premier théâtre, première salle de théâtre permanente dans le Palais des Est, et quelqu'un l'a brûlé. Voilà. Enfin, il l'a pas fait exprès, mais il y a eu un incendie en dessous, parce que malgré tout, les Est, ils avaient beau être très riches, etc., ils louaient leur rez-de-chaussée à des marchands. Il y en a un il y a eu le feu dans sa boutique, et ça a détruit le théâtre de l'Arioste. Donc il est fini. Fait la troisième édition, il avait déjà en tête, il avait vraiment cette idée que ça allait être quelque chose d'incroyable. Il avait sûrement en tête une quatrième édition, en fait. On est à peu près sûr de ça. Mais en tout cas, voilà, il pouvait mourir, il est mort. Bon, c'est histoire de dire quelque chose, c'est jamais comme ça que ça se passe. Mais voilà, en tout cas, c'est un parcours donc de 1505, 1532, ça l'a accompagné toute sa vie, hein, et ça dit d'emblée, dès les premiers vers du texte, que voilà. Hein. Alors, avant de vous donner les deux premiers vers, un truc que Bernard aime beaucoup et cite souvent, c'est Calvin qui dit ce poème qui ne sait pas commencer, qui ne sait pas se terminer. Voilà. Hein, tu veux dire ? C'est ça. Oui. Italo Calvino, en 1974, pour le 500e anniversaire de la naissance de l'Arioste, donc a fait une introduction à cibler des chants, et a fait un commentaire particulier avec son humour, avec son esprit, sa grande qualité intellectuelle. Donc tout ça donnait une introduction pour, bien sûr, tout un public, et pour moi, bien sûr. Hein. Moi, j'étais très marqué par la façon dont il pouvait cerner ce poème qui nous échappe. Hein, donc, vous savez, c'est 40 000 vers. 40 000 vers, c'est fou. C'est un discours entrecroisé, zigzagant tout le temps, avec des ruptures, avec énormément de reprises, et des interruptions aussi obligatoires, parce que l'Arioste est un fonctionnaire
à la cour donc de Ferrare. Donc fonctionnaire, ça veut dire à cette époque-là qu'il était diplomate, qu'il avait donc à prendre en compte les relations avec les autres cités. Hein. Donc on avait les différentes cités. Donc c'est un homme extrêmement pris dans son activité du quotidien, donc reconnu par la cour, mais en même temps, il avait besoin d'une expression littéraire. Hein. Donc, il a travaillé dans plusieurs champs, et donc, entre autres, ce très très vaste poème qui a quand même une signification particulière. Est-ce que tu peux l'expliquer ? Oui, je peux l'expliquer. Je peux le faire. Et avant, j'attendais qu'il cite le passage de Calvin, qui est quand même, là, c'est encore mieux ce que tu as dit là, mais il faut rajouter ça, un texte, un poème qui se refuse à commencer, se refuse à finir. Il se refuse à commencer parce qu'il est la continuation d'un autre poème, d'un poème qui déjà, dans la même ville, avec la même famille de dédicataires, avec ses estes, hein, et c'est Boiardo, Maria Matteo Boiardo, l'Orlando innamorato, hein, le Roland amoureux. Et il se cale là-dessus quand Boiardo arrête, et Boiardo arrête, c'est un point sur lequel on va revenir, il arrête au début des guerres d'Italie. Il arrête au début des guerres d'Italie. Il dit, non, les Français sont là, 1494, automne 1494, les Français sont là, je ne vais pas continuer à faire de la poésie, à faire ce poème chevaleresque, etc. Je vais aller avec les autres combattre contre Il Gallo, hein, qui est à nos frontières. Et il se refuse à finir, là, vous avez compris que c'est là qu'il n'arrête pas de le réécrire. Bon, à un moment donné, il s'arrête parce qu'il meurt, mais il aurait continué. Hein. D'ailleurs, il avait déjà écrit, en plus des 46 chants, donc il était parti d'un premier jet, si j'ose dire, première édition, 1516, qui faisait 40 chants. Il avait modifié un peu, mais sans beaucoup ajouter de choses, mais beaucoup travaillait dans le détail des zigzags, hein, oui. Comment il zigzaguait, comment il faisait intervenir des personnages nouveaux, etc., comment il faisait se croiser les histoires, etc. Et puis en 1532, il a rajouté des chants, il y en a 46, et il avait écrit 5 chants, hein, qu'il n'avait pas intégrés, et que lui-même n'avait pas en tête de publier tel quel, mais il faut toujours se méfier de ses enfants, dit-on. Et son fils lui a fait le coup, quand il était mort, de publier les 5 chants à la suite. Donc, par exemple, une des premières traductions françaises en 1576, en français, dans une prose assez belle, etc., une prose du XVIe siècle, hein, de Gabriel Chapuis. Il traduit aussi les 5 chants, i cinque canti, hein, qui aurait pu être une histoire, comme il y en a plein, des histoires adventistes, des histoires voilà, qui se greffent sur les autres, qui font rebondir les opérations, etc. Donc voilà, donc se refuse à commencer, il prend chez Boiardo cette idée que Roland est amoureux d'une magnifique... Angélique, une magnifique Angélique dont le nom, évidemment, qui est la princesse du Cathay, hein, une chinoise. Cathay en Chine. Chinoise, voilà. Éblouissante. Et tac, c'est ça. Là, voilà. Il est amoureux, il va devenir fou, on comprend tout de suite, que va se greffer sur la tradition chevaleresque, hein, la grande tradition des chansons de geste, va se greffer une matière amoureuse, hein, voilà, de ce qu'on appelle le cycle breton. Voilà. Donc, et c'est dès les 2 premiers vers. Dès les 2 premiers vers, il donne la clé de ça. Hein, les armes, hein, le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese, io canto. Hein, les dames, les chevaliers, les armes, les amours, les courtoisies, les entreprises audacieuses, voilà ce que je les chante. Alors, je vous donne tout de suite, pour que vous ayez une idée que c'est compliqué à traduire, c'est que les deux plus récentes, celles qui sont ici à la librairie, hein,
André Rochon, qui était voilà, moi quand j'ai commencé, c'est pas hier, c'était le grand prof, il était déjà à la retraite, hein, donc il a passé, lui aussi, il a dû passer les 20 dernières années de sa vie après sa retraite à traduire le Roland Furieux. Il a traduit pour les Belles Lettres, c'est une édition de 4 volumes qui est là. Et puis, plus récemment, une édition donc là, au Seuil, hein, là c'est l'édition de poche en point, hein, de Michel Orcel. Voilà, de Michel Orcel. Alors, je vous dis, Michel Orcel, la traduction des 2 premiers vers, voilà, parce que comme ça, vous voyez tout de suite que, waouh, c'est compliqué hein, à trouver la solution. Lui, il s'est pas mal démerdé, je trouve, mais il fait des apocopes, des trucs comme ça. Les dames, les chevaliers, l'amour, les armes, les courtoisies, je chante, les hauts faits. Voilà. Il y a le problème du je chante à la fin, hein, arma virum quecano. Hein, dans Virgile. Voilà, évidemment, il y a tout ça derrière, et il y a du Dante derrière, etc. Alors lui, son choix, ouais, c'est des vers plus resserrés, c'est du décasyllabe français. Rochon, il a choisi, et là, il s'est coincé dès le début, Rochon. Il s'est coincé dès le début, il a voulu tout faire en alexandrin. Il s'est dit, le vers français, c'est alexandrin, etc. Il faut qu'on le traduise, il faut que je le traduise en alexandrin. Et ben ça marche pas, poulet, c'est con. C'était bien essayé, mais ça marche pas. Donc voilà, ça donne dame. Ah ouais, j'ai compris. Okay. J'ai compris le sens du truc. Il faut que je reprenne. Non, c'est clair. En gros, la strophe de l'Arios, c'est un truc. D'abord, le vers de l'Arios, c'est le vers italien, qui est l'endécasyllabe, c'est-à-dire un vers de 11. Mais en fait, c'est pas de 11. Ça veut dire que c'est un vers qui a son dernier accent sur la 10e. Voilà. Sur le 10e pied. Et après, il peut y avoir, ça peut s'arrêter là, si la parole est ce qu'on appelle en italien tronca, donc ça peut s'arrêter, par exemple, si le dernier mot du vers est libertà, ça s'arrête là, et libertà, c'est 10, c'est le 10e pied. Mais ça peut être quelque chose avec une syllabe en plus, 2 syllabes en plus. Très rarement 3 syllabes en plus. Ça peut arriver, mais c'est très très rare. Donc c'est un vers comme ça, et qui est formé par un vers de 5 pieds, un vers de 7, qui peuvent être indifféremment au début ou à la fin. Donc ça peut commencer par un vers de 5 suivi par un vers de 7, ou le contraire. Donc c'est un vers d'une souplesse voilà. Ce qui ressemble le plus en français, c'est le décasyllabe, mais il n'y a pas cette souplesse-là. Voilà. Et l'Arios se sert de ça, il fait donc des strophes de 8 vers, hein, qu'on appelle l'octave de l'Arios, etc. L'octave de l'Arios, c'est ça. Hein, donc c'est sens de 8 vers, A, B, A, B, A, B, pour les 6 premiers vers, et C, C, la rime des 2 derniers vers. Autant vous dire qu'aucun traducteur, même le meilleur, peut y arriver. Il peut tourner autour. Celui qui sans doute y arrivait le moins, enfin le mieux. Je vais dire le moins mal, mais c'est pas sympa. Le mieux, parce qu'il s'est vraiment mis, c'est Orcel, parce qu'il fait du décasyllabe et que pour les 2 derniers vers. Donc le reste, il arrête les frais, parce que si en plus il faut faire des rimes A, B, A, B, A, B, c'est pas la peine de venir, c'est mort d'avance. Donc, mais il met une rime ou une assonance pour les 2 derniers vers de l'octave, chaque fois. Donc ça donne ce petit refrain, cette petite musique de la fin, qui est extrêmement intéressante. Voilà. Donc, les dames, l'amour, les courtoisies, c'est la tradition donc dite du cycle breton, la tradition amoureuse. Les chevaliers, les armes, les entreprises audacieuses, c'est le roman chevaleresque, la chanson de geste. Hein. Et il annonce d'emblée que voilà, il va mettre les 2. Alors, Ferrare, voilà, important foyer culturel de la Renaissance. Donc cette tradition est vivace. Il y a Pulci, il y a surtout l'Orlando innamorato de Maria Matteo Boiardo.
Et lui, il est donc fonctionnaire. En fait, c'est un gentilhomme de la maison. Et on lui fait faire ça. On lui fait faire ce genre de truc. Et il y a un texte, mais il n'y a pas la trad là, mais il y a eu une traduction. Je ne sais pas, elle est peut-être épuisée. Ils sont des vers personnels qui s'appellent les satires. Les satires. Voilà. Il n'y est pas là. Si. C'est quoi? Dans l'Oviste. Dessous. Ah, dessous, il y a les satires. Et les satires racontent aussi ces trucs-là. Ils racontent que son père l'a obligé à faire du droit. Il ne voulait pas faire de droit. Mais son père l'a poussé avec... voilà. Jusqu'au moment où il a dit, écoute, je suis pas bon, quoi, je vais jamais devenir docteur et c'est pas la peine d'insister. Donc voilà. Et il raconte que les Est di poeta cavallar, c'est Hippolyte d'Est, l'homme auquel il est le plus lié, qui est un cardinal. Il raconte qu'il veut l'emmener en Hongrie parce qu'il est nommé en Hongrie, et lui il veut pas y aller, il y va pas. Voilà, et il rentre, il se fait mettre de côté. Di poeta cavallar mi feo. Il va transformer de poète en coursier, en gros. Mais coursier de haut niveau, il allait chez le pape, il a failli diplomate, quoi. Il a failli se faire couper en morceaux par les sicaires du pape Jules, etc. Machin, voilà. Et il a été gouverneur d'un endroit, dans la Garfagnane, qui est un territoire qui dépend des Est et tout ça. Il était gouverneur, c'était plein de bandits, de brigands, etc. Donc un travail terrible, tout ça. Et donc, il a mêlé 3 histoires principales, mais pas que 3 en fait, plein d'autres. Et voilà, on verra quelques exemples après. Donc, une qui est Roland, et la folie de Roland, parce que Roland se rend compte que cette femme dont il est amoureux depuis Maria Matteo Boiardo, il est amoureux tellement belle, cette Angélique, etc. Quand même, je suis pas mal fait, tout ça. Et ben rien du tout. Et si elle fait, elle tombe elle-même amoureuse d'un fantassin. Oui, d'un sarrasin. Sarrasin, le pire. Déjà, sarrasin, c'est pas terrible, mais on ne sait jamais, on pourra le convertir. Il y en a un qui va se convertir, on s'explique tout de suite. Mais là, bon. Alors, et là, il s'en rend compte, et folie de Roland. Voilà, folie de Roland. Donc voilà, il arrache les arbres, il coupe les... Voilà, tout il se bloque. Il déchire ses ennemis, oui, bien sûr. Voilà. Donc, la ligne Roland, bon après, voilà, quelqu'un va aller lui récupérer sa sagesse, voilà, sa raison. Sa raison qui est dans une fiole sur la Lune. Oui. Voilà. Et la ligne Roland, l'histoire de Roland, la folie de Roland. Une autre qui est globale, la guerre entre justement les Sarrasins, se déroule la guerre entre les Sarrasins et les chrétiens. Et les Sarrasins arrivent à presque prendre Paris. Voilà. Siège de Paris, massacre, etc. Et ça, c'est un des points sur lesquels on va revenir. Parce que c'est un des points où il y a des personnages victimes, voilà, de la férocité de l'attaque des Sarrasins, etc. Voilà. Après, à la fin, ça va bien se finir pour les chrétiens, mais il y a un moment où c'est chaud. C'est vraiment chaud. Ouais, non, je vous rassure tout de suite. Mais c'est vraiment chaud. Vraiment, voilà. Une troisième grande histoire, après, on ne va pas rentrer dans le détail des histoires, mais la troisième grande histoire qui est importante, c'est l'histoire des ancêtres de la famille d'Est. Les ancêtres mythiques. Les ancêtres mythiques. Et ces ancêtres mythiques sont... cette héroïne guerrière chrétienne, Bradamante en français. Bradamante en français, et oui. qui est donc la sœur de Montauban, de Renaud de Montauban. Voilà. Et elle est amoureuse en fait d'un chevalier sarrasin, et l'autre aussi, il est amoureux de la belle guerrière. Ça va bien se finir, ne craignez rien, il va finir par se convertir et tout va aller bien. Mais là aussi, il faut que ça marche, parce que sinon il n'y a pas de famille d'Est. Donc il faut que ça finisse bien,
pour que ça finisse bien, faut que, voilà, à la fin, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants et des descendants qui étaient, voilà, des gens qui ont transformé, les ducs de Ferrare, qui ont transformé ce pauvre Arioste en coursier. Voilà. Donc voilà, donc vous disiez là tout à l'heure qu'en effet, il a fait plusieurs moments d'écriture. Donc un premier moment en gros de 1505 à 1516, première édition, des premières transformations 21, et enfin ce troisième texte qui est le dernier qu'on connaisse, mais sans aucun doute il avait en tête d'en faire au moins un autre, en intégrant l'inventivité. Donc une des caractéristiques, c'est cette capacité c'est un parcours oui, de franchir des obstacles, c'est la rupture permanente en quelque sorte. Cette histoire, ce long poème, c'est une rupture permanente. Bien sûr, c'est mené par un rythme qu'on peut suivre, mais il y a un nombre incroyable de changements de situation. Et par exemple aussi, on parle du Roland furieux, mais le Roland n'est pas seulement le héros de ce poème. Il y a énormément de personnages qui vont entretenir la légende, qui vont guerroyer, qui vont s'allier, et donc on va avoir des rebondissements incroyables, ce qui correspond peut-être aussi à l'attitude de l'Arioste qui rédigeait, et il voulait mener peut-être cette histoire un peu à la façon d'un marionnettiste, puisqu'il la lisait à la cour, il lisait cette histoire à la cour, et donc il fallait qu'il trouve des événements qui augmentent encore la pression, qui situent bien le cadre des héros, donc à tout moment, donc on voit la vitesse, le rythme, et puis interruption. Et lui aussi, par ce jeu de marionnettiste, à un moment, il dit aussi, très souvent, très fréquemment, j'ai écrit, j'ai rédigé mes vers, je suis fatigué, j'arrête là. Ou alors, il dit, je vous parle de telle chose, mais vous le saurez dans le prochain chant. Donc, il tient le jeu tout le temps. Il tient en haleine la cour d'Est, donc avec ces histoires qu'il va travailler en souterrain pour alimenter encore, donc pour faire ces 40 000 vers. Vous imaginez, 40 000 vers, c'est colossal. J'arrive presque à les lire tous maintenant, mais c'est épuisant. Il faut avoir des entrées. Alors, dernière remarque là-dessus, c'est ça, c'est vraiment un pareil. Ouais. Je sais, il faut que je bloque la main là, comme ça, sinon ça se balade et on n'entend rien. Une des choses qui est vraiment assez nette chez lui, c'est que c'est ce que Calvin a dit. Non, ça va là. Oui. En plus, ça frotte. Oh là là. Folie. Oh là là, c'est affreux. Non, il faut il est construit avec un livre qui est construit avec une tension géométrique, un roman de folie amoureuse et de poursuite, de chevaleresque, un livre de paysage, un livre de figures rapides et toutes vivantes, un livre de mots précis et vrais, et un livre absurde et mystérieux où ce que l'on suit, ce que l'on poursuit, on le poursuit pour poursuivre quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre pour poursuivre encore quelque chose d'autre, et on n'arrive jamais à la solution finale, le vrai pourquoi. Voilà. Donc il y a de ça, il y a de ça. À la fin, ça se termine que voilà, Roland, ça va.
Angélie qui a fait une croix dessus, elle est partie avec son sarrasin fantassin, rentre chez toi dans le Cathay, avec ton... Voilà. Mais bon, lui, c'est grâce à lui que finalement on a inversé le rapport de force entre les sarrasins et les chrétiens, donc tout va bien. La famille d'Est, ça va, c'est bon, donc ils sont là, c'est bon, Bradamante va épouser Roger, devenu chrétien, et tout va bien, et donc il va pouvoir y avoir les ducs de Ferrare, voilà, et donc les chrétiens l'ont emporté sur les sarrasins, et la dernière image, c'est le roi des Sarrasins qui est là, qui vient pour essayer de troubler, non pas le meeting, mais le mariage. La noce. Il vient pour... Il arrive, et la dernière image, c'est quand même un truc, comme ça devrait bien se finir, ça se termine bien, mais enfin bon. Et Ruggiero plante... Ils se battent comme des chiens au sens strict, et c'est vraiment, ils disent comme ça, comme des dogs, comme des dogs. Et Ruggiero lui plante un poignard au milieu du front. Terminé. Ça se termine là. Il part en blasphémant. En blasphémant. C'est les derniers mots. Tu commences à te dire, ah putain, l'Arioste. Et puis, à la toute fin, c'est marqué. Fin, pro bono malum. C'est qu'il dit en latin, les Est, là, moi j'aurais fait du bien, j'ai fait tout ça pour eux, et ils m'ont maltraité. Il dit ça à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, il remet en question le fondement même du rapport d'hommage qu'il a avec les ducs de Ferrare. C'est assez balèze. Ce rapport de courtisan. On l'aime pas mal pour ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour ça. Alors, voilà. Là, Bernard s'est posé la question de est-ce qu'il faisait ça, et en particulier, est-ce qu'il allait faire quelque chose dont on pourrait peut-être dire, mais il ne faut pas le dire parce que c'est pas ça, on pourrait peut-être employer le mot illustration, mais en fait, imagination, représentation, inventivité, etc. Et là, tu as un point de départ que tu veux expliciter. Bien sûr. C'est vrai que on a deux expos, donc côte à côte, là, comme ça. Dans les deux, j'ai eu peut-être une interrogation, peut-être un scrupule à travailler, donc à bouleverser un peu mon attitude et le respect des choses. Là, très souvent, dans des colloques savants, il y a eu un colloque en 2009 au Louvre, on a donc des italianistes qui parlent donc de Orlando Furioso, en disant que le texte se suffit à lui-même. On n'a pas besoin de la matérialisation, de la représentation. Le texte, donc, par son abstraction, nous laisse le libre champ de comprendre. Et donc, là aussi, c'est très étonnant. On a des personnages qui vont longuement dans ce renfort du texte contre l'image. Et puis après, on va parler quand même de tout ce que l'Arioste, en quelque sorte, comment l'Arioste est en lien avec les arts. On va avoir des arts qui vont prendre en compte dès 1530, c'est-à-dire encore du vivant de l'Arioste, qui vont créer des imaginaires tangibles. Donc ils vont créer, par exemple, une représentation du Roland. On a une gravure qu'on voit ici pratiquement là en haut. Moi, j'ai souhaité rendre hommage à ce graveur anonyme qui a, en 1530, a indiqué le parcours zigzagant de Roland, qui affronte dans sa témérité, dans sa bravoure, voilà, ici, dans sa bravoure, il affronte plein d'événements,
Mais bien sûr, chaque fois, il passe à côté de l'amour. Donc, il passe à côté de l'amour. Et on va aller dans ce zigzag. Là, très, très intéressant, donc 1530, on a de premières illustrations qui ont peut-être des vocations quand même. Alors, j'ai prononcé le mot illustration, d'accord ? Il est un petit peu tabou. Mais on a une vocation quand même à reproduire, parce que quelque part, on va être à l'origine, on va être un guide pour les lecteurs, pour comprendre ce long poème. On aura besoin peut-être de faire quelques représentations. On va les faire sous la forme donc, de cette imprimerie, là, qui est quand même assez novatrice. On est 1530, on n'est quand même pas très loin des modes de multiplication du livre. Et il va y avoir, par exemple, aussi un très grand jardin donc maniériste. Donc, c'est le Bosco. Le Bosco, pardon. Tu peux le... Pardon. Oui, le Bosco Sacro. Voilà. De Bob Marzo. Voilà. C'est un jardin qui est étonnant, qui est tout un tas de... On a devant soi un monde en déséquilibre, on a des émergences de mythologie, on a la mythologie et tout ça, et dans une architecture ou une sculpture. Donc c'est très 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 intéressant. Ça c'est 1560-1570. C'est un jardin qui nous amène dans ces merveilles en quelque sorte, et avec des formes de fabrique. Ce sont des formes de fabrique. On crée des éléments pour parler de la chose. Donc voilà, des éléments donc architecturels. On a ça. Et alors, pour moi, si je passe un peu, ce qui m'a marqué dans l'Arioste, c'est que j'ai eu un premier écho en 1970 dans le cadre du théâtre du théâtre des Nations. Donc, dans les Halles Baltard, on avait Luca Ronconi qui avait mis en scène d'une façon théâtrale, donc un théâtre de la protestation, un jeu d'animation. Et là, on voyait aussi dans les cintres, on voyait cette machine étonnante de l'hippogriffe. Moi, c'était resté dans mon esprit. Moi, j'étais tout jeune, en 1970, j'étais étudiant, et j'ai conservé ça comme image étonnante. Moi, je suis très attiré par le théâtre. J'ai fait des enseignements sur le théâtre. Et donc, quand Italo Calvino publie en 1974 en italien cette espèce de résumé, cette méthode pour comprendre Orlando, c'est traduit en 82. En 82, j'achète ce livre et j'essaye de comprendre un peu la structure du Roland Furieux. Et moi, je peux donner un conseil à des personnes qui veulent rentrer dans l'histoire du Roland Furieux, c'est de commencer avec le livre d'Italo Calvino, qui est donc bien sûr encore publié, qui est ici. C'est étonnant, c'est très 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 bien. On se sent avec... On sent la rythmique, on sent la poésie, et en même temps, on a des images profondes. Il y a énormément d'images qui arrivent. Et moi, je me suis un peu appuyé là-dessus. Mon ami Jean-Claude et Michel, son épouse, là, m'ont offert l'œuvre de Michel Orcel en italien d'un côté et traduit d'une façon remarquable en français. Et là, moi, je me suis appuyé là-dessus. J'ai lu cette grosse Bible, une double Bible, et j'ai eu envie de bosser là-dessus. Donc, j'ai travaillé au long cours. Le début, je l'ai commencé en Allemagne. J'allais très souvent à Berlin travailler en gravure. J'ai commencé comme ça.
j'avais une activité d'enseignant, d'enseignant de design, et j'avais des interruptions dans mon travail. Par contre, toutes les périodes de vacances, j'ai été cerné par le Roland Furieux, et donc il fallait que je continue. J'ai continué de cette façon. Plus tard, alors justement, je fais un peu le lien avec l'autre. Plus tard, j'étais bien sûr en 2014, j'ai été bouleversé par le grand choc poutинiste, hein, donc l'invasion de la Crimée et du Donbass. Donc moi, je me suis intéressé à tous ces personnages qui traduisaient l'anéantissement qui a été la Grande Terreur. Hein, Et de là, j'étais quand même dans ce parcours aussi. Tout à l'heure, on a parlé qu'il y avait amour et guerre, et moi, j'ai conservé dans cette partie-là aussi, j'ai fait rentrer la guerre aussi, puisque Jean-Claude parlait aussi qu'il y avait les guerres d'Italie, qui étaient le bouleversement italien. Hein, donc là, j'ai fait rentrer la violence, le déchirement, l'anéantissement qu'on voit là-bas de l'autre côté. Voilà. Je ne vais pas dire plus par rapport à l'autre qu'on abordera tout à l'heure, mais voilà. Reprends là-dessus. Oui. Reprends là-dessus parce que c'était une des questions, je crois, qui était importante. C'est qu'il a vu dans la Riost quelque chose et il a fait sortir. Donc là, vous avez tous ces personnages dans ce bloc-là, le bloc carré qui est au milieu de ce mur-là. Hein. Il a fait rentrer des personnages anonymes qui sont pas, parce que pourtant il y a des personnages non anonymes, il y en a tant qu'on en veut, mais les personnages anonymes victimes de la guerre. Hein. Et il me semble que et c'est une création qu'il a faite au même moment ou juste après son travail en même temps, sur le travail sur la Grande Terreur. Et c'est à voir avec quelque chose qu'on ne nomme pas très souvent quand on parle de l'Arios, c'est qu'il y a un rapport très net avec le fait que ça s'écrit pendant les guerres d'Italie, qui commence, donc je l'ai dit tout à l'heure, commence au moment où Boiardo décide d'arrêter parce que les Français viennent d'envahir l'Italie, c'est automne 1494, et ça va durer jusque, en gros, tout le premier tiers du XVIe siècle, avec des moments importants comme le sac de Rome en 1527, etc. Qui peut trouver son équivalent avec le siège de Paris. Voilà. Hein, donc il me semble que lui a capté dans et dans les visages qu'il représente, ces visages qui ont été pris par la violence de la guerre. Et il a capté un aspect qui est assez peu souvent mis en avant. On a plutôt les amours, machin, les trucs, les aventures incroyables, les zigzags et tout ça. Mais il y a aussi cet aspect-là. Il y a aussi cet aspect d'une violence vraiment terrible, d'une cruauté. Une cruauté de la part de l'Arios aussi. Hein, donc, voilà. Oui, il est très. Oui, il peut passer une fin de chant avec une espèce de douceur, et puis après on va attaquer avec une brutalité infernale. Hein. Tout le temps, il est dans ce va-et-vient, et c'est pour d'abord tenir son public de la cour qu'il écrit de cette façon. Il dit je suis fatigué, je vais m'arrêter là, donc nous verrons comment je vais reprendre. Et puis il reprend avec justement quelque chose de extrêmement prégnant. Donc il est là, et il capte à nouveau l'attention de la cour princière. Hein. Voilà. Donc, il y avait un autre aspect qui me semblait important de poser comme question à Bernard. Qui est qui est en fait toute sa technique. Parce que vous avez compris, même si j'ai fait ça qu'il y a une grande cavalcade, hein, parce que, voilà, il ne faut pas qu'on reste si longtemps que ça, mais il y a un côté de la technique rythmique et de la technique de versification qui est centrale dans la réalisation
voilà, une inventivité, tout ça, machin, ça c'est clair. Mais aussi une technique minutieuse à tout moment. Hein. Et en particulier dans la strophe, on a dit quelques mots sur la difficulté qu'il y avait à la traduire, hein, parce que même les meilleurs, et même voilà, de Gabriel Chapuis à Rochon et à Michel Orcel, sans doute celui qui s'approche le plus hein, d'une réussite assez grande, mais malgré tout, voilà, tu n'y arrives pas à... Et là, c'est dans un autre domaine, hein, qui est le domaine de traduire d'une forme d'art à une autre. Ce serait autre chose que représenter ou illustrer. C'est pas du tout illustrer, c'est traduire de cette forme d'art et de ce qu'elle nous dit par les mots et par le rythme et par la versification, le traduire dans une spécificité du travail de gravure. Et ça... Oui, je crois que ça vaut la peine que tu... Oui, bien sûr. Donc, moi, alors, ça parle pour les deux. Hein, donc, je travaille donc, sur du cuivre, hein, sur des plaques de cuivre. Je travaille sans... Alors, c'est justement contre nature là-bas, normalement, sans modèle d'image, sauf... pour l'hommage qu'on rend donc dans La Grande Terreur. Okay, j'avais besoin des personnes qui ont subi cet assassinat de masse. Mais là, ici, j'ai travaillé donc avec, bien sûr, cette lecture. Cette lecture, et en moi, il y avait quelque chose de... une forme de translation en quelque sorte. J'avais besoin de passer et puis peut-être briser le tabou universitaire que j'avais indiqué, où on dit l'Arioste ne peut pas se transformer en illustration, en image. Donc moi j'avais envie de passer au-delà, parce que j'avais vu déjà des représentations théâtrales extraordinaires qui nous amenaient dans un imaginaire très fort. Donc j'ai franchi ce tabou, je suis allé dans cette lecture très, 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 très intense. J'essayais de comprendre et très vite, j'ai lancé donc des scènes qui me paraissaient donc cerner en quelque sorte ce grand champ, quoi, ce roman, quoi, cette histoire donc extraordinaire avec les rebonds. La gravure, pour moi, est un médium très, 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 très intéressant. Je trouve que la gravure peut se pratiquer dans toutes circonstances. Je travaille le cuivre, mais je travaille aussi avec ce qu'on appelle la pointe sèche, c'est-à-dire c'est un outil qui attaque directement le cuivre sans traitement comme l'aquatinte que vous connaissez, l'eau forte, donc la technique de l'acide. Donc moi je suis très mobile avec cette pratique. J'emporte les gravures sous mon bras, je me mets sur un coin de table, je peux graver. Et je grave avec aussi en tête donc, un chant, une expression. Et donc là, je vais trouver, ma main va suivre la rythmique. Hein, il y a une rythmique dans ce poème, comme on a dit. Il y a énormément de scansions. Donc ça marche comme ça. Et donc moi, j'ai vraiment cette envie d'accompagner de cette façon. Donc je travaille. Alors je ne dis pas que je travaille intensément. Hein, donc je travaille intensément. Et en plus, je suis libre d'enseignement depuis quelques années. Donc j'avais envie de mettre sur le gros investissement que j'avais quelque chose d'autre. J'ai travaillé à notre ami Roland dans toute sa furie. Hein, donc voilà. Et il était indispensable que je bosse beaucoup. J'ai beaucoup bossé. Là, on en voit une partie. J'en ai beaucoup plus encore. Et j'ai essayé de trouver quelques cohérences aussi. Donc, comment vous dire ?
la gravure à la pointe sèche, donc avec un outil qui tranche directement le cuivre, c'est étonnant. C'est étonnant. D'abord, ça vous tient la main, parce que le cuivre résiste. Donc, il faut que vous ayez un outil qui puisse trancher ce cuivre. Et très vite, moi, je trouve une rythmique que je veux être celle de l'Arioste. Donc, il y a cette saccade, il y a cette folie, ce zigzag, ce calme aussi. Il y a le plat qui vient aussi comme ça. Et je veux travailler absolument avec un outil direct. Je n'ai pas envie d'avoir de l'acide parce que, d'abord, je suis impatient et je sais que c'est ce que j'ai en moi, la force du dessin. Donc, voilà. Donc, je travaille comme ça, en menant plusieurs plaques à la fois, tout le temps. Je travaille plusieurs plaques autour de la table pour ne pas m'enliser dans de l'illustration. Voilà. C'est... Comment dire, moi, parfois, je veux travailler dans la totalité, de l'espace, et puis d'autres moments, d'une façon très elliptique. Et puis, je peux revenir aussi, si c'est trop elliptique et incompris, je peux aussi affirmer la chose. Mais pour moi, il faut le rythme. Et très souvent, ça balance dans ma gravure, ça balance comme ça, comme dans le poème. On a ce rythme, cette scansion, là, comme ça. Et ça m'amuse particulièrement d'être comme ça, donc sous pression un peu, de trouver cette vigueur dans ce qui est traduit dans ce grand poème. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous ai expliqué la chose. En principe, c'est fini, sauf si vous voulez des lectures de texte. On a prévu quelques lectures de texte, voilà, qui sont sur des moments d'inspiration de Bernard et de travail pour rendre le rythme. Donc on peut faire ça. On peut aussi, et en particulier Bernard, parce que c'est quand même lui qui est au centre de cette discussion, bien plus que moi. Si vous avez des questions à lui poser, on peut faire maintenant. C'est-à-dire, il ne reste pas 100 ans. Donc, on va peut-être ça. Donc, on sait, en fait, toutes les notes qu'on a prises pour faire des lectures, tant pis. On se les lira tous les deux ce soir. Ça ira comme ça. Voilà. Donc, vous ne l'aurez pas sous la main tout le temps pour qu'il vous explique les trucs. Mais il me semble que c'est vraiment cette capacité, j'ai dit vraiment traduire, effectivement, c'est des traductions de moments, des traductions de sentiments à des moments donnés. Je trouve les portraits, là, les 9 portraits des victimes, là, plus... ça se continue en fait un peu sur le côté, j'en ai plus que ça. Mais les 9 là qu'on a, c'est vraiment aussi fort, mais sans que ça soit rapporté à des personnes précises. Mais c'est aussi fort que les visages que tu as travaillé pour la Grande Terreur. Ça dit justement la violence de la guerre, et la terreur qu'elle impose aux gens qui la subissent. Voilà. Je trouve que c'est vraiment des moments très très forts. Et de faire une chose aussi forte et bouleversante sur un texte qui a priori devrait être un texte léger. Mais c'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire de la fin, là. Cette fin de Ruggiero et l'autre qui se battent comme des chiens. Et la suppression du Sarrasin par un poignard au milieu du front. Voilà. On voit qu'il n'était pas si tranquille et si doux que ça, l'Arioste. Et tu as saisi ça, et il me semble que ça, c'est une des choses magnifiques que tu as faites. Après, voilà. Alors, j'aimerais dire que l'Arioste, moi, j'ai commencé à peu près en 2001.
2001. Je l'ai interrompu souvent parce que mon activité professionnelle m'empêchait un peu, et surtout elle était un peu réduite à quelques vacances scolaires. Et donc je passais aussi dans d'autres registres. J'ai d'autres thématiques. Et là, on est dans quelques actualités, donc quelques dernières. Moi, j'ai envie de continuer, de faire cette espèce de parodie de l'Arioste, qui, lui, a pris une thématique très forte, il l'a tenue, et il l'a analysée, il l'a réduite, il l'a reprise, il l'a amplifiée. Donc, moi, je peux vivre encore avec ça. Je peux continuer. C'est un exercice tellement joyeux pour moi, de prendre ma plaque et de l'emporter là où je veux, d'avoir quelques outils. Voilà, c'est tout simple. Peut-être vous dire une chose sur ma technique là, de gravure. Contrairement à beaucoup de graveurs qui travaillent donc en taille directe, donc ça s'appelle la taille directe, on a des graveurs qui continuent à poser leurs traits, donc une quantité de traits sur soit le zinc, soit le cuivre. Moi, ce que je fais, je pose assez vite des choses comme ça, donc des éléments, et je pose un tout petit voile d'encre. Et dans ce mirage, là, il y a un mirage qui se fait. J'efface où j'observe attentivement l'effet de l'encre. J'efface ce qui ne me plaît pas et je repars dans la profondeur des noirs. Donc je traite les noirs, quelquefois, sont faits par l'ancrage qui anticipe la gravure elle-même. Voilà. Donc tout ça, c'est un jeu qui me va, mais à perfection. Vraiment, je suis très, très, très heureux. J'espère pouvoir vivre longtemps pour en faire encore. Et c'est une idée, et une idée fantastique de l'Arioste, donc de ne pas avoir de fin véritable, quoi, donc d'interruption. Voilà. Moi, bien sûr, je n'inventerai pas la suite de l'Arioste, mais j'inventerai la suite de ce qu'il a pu écrire, quoi. Vous avez présenté deux thématiques, mais vous avez dit que vous avez d'autres oui. thématiques qu'on imagine aussi passionnantes que les deux premières. Quelles sont-elles, si vous pouvez en parler? Oui. J'ai une thématique. J'ai une thématique très utopiste. Elle est provocatrice. C'est-à-dire que ça a commencé. Nous mangions un gâteau. Et vous savez que sous les gâteaux, il y a une semelle qui est dorée, là, comme ça. Et on a commencé à graver ces semelles-là. Et c'est très archaïque, c'est un support qui résiste mal à la gravure et à l'impression, surtout, la pression. Donc, j'ai choisi de faire des monotypes. J'en ai une centaine à peu près actuellement et je peux continuer à tout moment. Je grave avec mes outils de gravure. J'ai une petite presse chez moi qui m'évite d'aller, et j'ai oublié de vous dire où je tire, d'aller tirer à Paris. Donc je tire à Lyon, j'habite à Lyon. Et j'ai une petite presse, et c'est un régal de travailler sur ce que j'ai appelé les désastres de la pâtisserie. Les désastres de la pâtisserie. Parce que désastre, j'ai voulu travailler sur cette violence que j'ai transformée en une forme, comment dire, je ne veux pas dire humoristique, c'est pas ça ne m'intéresse pas d'être humoristique, mais une violence désamorcée. Ce sont des personnages que je grave très 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 vite dans ce carton qui me file entre les doigts. Il est très très difficile à tenir, même s'il y a ce film doré, c'est difficile. Donc je fais un monotype de ça. Et voilà, j'ai des piles, je cherche et je suis à l'hôtel, à côté d'un magasin, justement, où il y a tous les accessoires pour faire des gâteaux. Donc j'ai fait un plein là, donc j'ai des grandes plaques qui vont me rendre service. Voilà, c'est une des principales
une des principales. À ce sujet, si vous êtes en manque à Toulouse, je peux vous dire où est-ce que vous pouvez vous approvisionner en carton de pâtisserie. Hein. Oui, Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, non, mais à Toulouse. À Toulouse, oui, à Toulouse. Ah, d'accord, Mon hôtel oui, est juste à côté. Mon hôtel est juste à côté, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc j'ai d'autres. Donc j'ai une très grande série à Berlin, donc là aussi. J'ai travaillé sur plutôt des scénographies, comment dire, du cirque. J'ai travaillé sur le cirque, pas mal. Hein, donc aussi. Voilà, c'était mon rêve d'être clown, moi. Malheureusement, je ne peux plus maintenant. Voilà. Merci infiniment. Merci. Merci. Il s'agissait d'une rencontre avec Jean-Claude Zancarini en présence du graveur Bernard Dessau à la librairie Ombre Blanche le 22 mai 2026 autour de ses gravures inspirées de Orlando Furioso de l'Arioste. Réalisation Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.